le 27 janvier 1945 à 11h42. Le sergent-chef Robert Chen était accroupi derrière la station de contrôle de tir centrale du B-29 Superfortress Aquarius 52, observant le givre d'oxygène s'étendre sur le plexiglas, tandis que sa formation montait à travers 8500 mètres au-dessus du Pacifique. Âgé de 22 ans, 11 missions de combat au-dessus du Japon, 0 victoire confirmée. Les Japonais avaient délancé au moins 40 chasseurs pour intercepter le raid du matin sur Tokyo. Chen était le mitrailleur le plus jeune du 497 Bombardment Group. Ses mains étaient fermes sur les commandes qui le reliaient à 4 tourelles télécommandées montées sur le fuselage du B-29. Chaque tourelle contenait des mitrailleuses jumelles de calibre 50. Il les avait utilisées 2 fois avec colère au-dessus de Nagoya et 1 fois au-dessus de la côte japonaise. Il n'avait jamais vu un chasseur tomber. Le 73 Bombardment Wing effectuait des missions depuis Saipan depuis novembre. Le schéma était toujours le même. Bombardement de précision à haute altitude de 8500 à 9100 mètres, des températures de moins 45 degrés Celsius, des vents de courant jet si violents que les bombardiers ne pouvaient pas compenser et des chasseurs japonais montant à leur rencontre à chaque fois. À la mi-janvier, l'escadre avait perdu 31 B-29 à cause des chasseurs et de la flak. Cela faisait 31 équipages, 340 hommes. Les pires pertes étaient survenues le 14 janvier au-dessus de Nagoya, lorsque 5 Superfortress étaient tombés en moins de 20 minutes. Les chars Panther et Tiger allemands avaient enseigné aux tankistes américains la notion de blindage inférieur. Les intercepteurs japonais enseignaient aux équipages de B-29 les limites de l'altitude. Le Nakajima Ki-44 pouvait monter à 8500 mètres en moins de 8 minutes. Ce chasseur était appelé Tojo par les services de renseignement américains et Shoki par les pilotes japonais. La traduction était « dompteur de démons ». Le nom convenait. Le Ki-44 portait 4 mitrailleuses de 12,7 mm ou 2 canons de 20 mm. À haute altitude, où l'air était rare et où les mitrailleurs défensifs du B-29 luttaient avec des mécanismes gelés et la privation d'oxygène, un seul chasseur pouvait effectuer plusieurs passes de tir avec une relative impunité. Pire étaient les attaques par collision. À partir d'août 1944, les pilotes japonais avaient commencé à percuter délibérément les B-29 après avoir épuisé leurs munitions. Ce n'était pas une doctrine kamikaze, c'était une mathématique du désespoir. Un chasseur pour un bombardier était un taux d'échange acceptable quand le bombardier coûtait $600 000 et transportait 11 hommes entraînés pendant 6 mois. Le 47e Sentai, basé à l'aérodrome de Narimasu, près de Tokyo, opérait une unité spéciale de supériorité aérienne qui pratiquait cette tactique. Les renseignements américains estimaient que l'unité avait détruit au moins 3 B-29 par collision et en avait endommagé 7 autres assez gravement pour les mettre au rebut après des atterrissages en catastrophe. Aquarius 52 transportait 6 tonnes de bombes explosives dans son ventre. La cible était les installations portuaires de Tokyo. Les avions de reconnaissance météo avaient signalé un ciel dégagé sur l'objectif principal. Cela signifiait un bombardement visuel. Cela signifiait que la formation devrait rester stable pendant la course de bombardement. Cela signifiait que les chasseurs auraient le temps de se positionner pour des angles de tir parfaits. Chen avait été informé des probabilités ce matin-là à 4 heures. 62 B-29 participeraient au raid. Les renseignements prédisaient que 9 ne reviendraient pas. La formation franchit la côte japonaise à 11h58. Les opérateurs radars sur Honshu les repérèrent immédiatement. Les sirènes d'alerte aérienne hurlèrent à travers Tokyo. À l'aérodrome de Narimasu, les pilotes sprintèrent vers les chasseurs qui étaient déjà en préchauffage sur la ligne de vol. À midi pile, les premiers Ki-44 décollèrent et se tournèrent vers le sud-est en direction du flot de bombardiers arrivants. 43 chasseurs. Aquarius 52 était sur le point d'affronter plus d'appareils ennemis qu'aucun B-29 n'en avait rencontré lors d'une seule mission. Le premier chasseur apparut à 11 000 mètres. Chen le vit à travers le viseur optique comme un point noir montant presque verticalement à travers les nuages épars. Le point devint plus large, les ailes devinrent visibles. Puis, le capot distinctif du moteur en étoile d'un Ki-44.
Le chasseur se mit sur le dos à 8200 mètres et piqua vers l'élément de tête de la formation. 3 autres chasseurs suivirent. Chen fit pivoter sa tourelle avant supérieure pour suivre l'attaque en piqué. Le système de contrôle à distance lui permettait de viser avec des mitrailleuses montées à 4,5 mètres de sa position. Un ordinateur corrigeait la vitesse, l'altitude et le mouvement vers l'avant du B-29. La technologie était révolutionnaire. Elle était aussi capricieuse à moins 45 degrés Celsius. Le KI-44 de tête ouvrit le feu à 730 mètres. Les traceurs se dirigèrent vers la formation. Chen pressa son bouton de tir, la tourelle martela, les balles de calibre 50 filèrent vers le chasseur à 850 mètres par seconde. Le KI-44 fit un tonneau sec à gauche et disparut sous la formation. Aucun coup au but. Le chasseur s'était dégagé trop rapidement. À 12h07, la formation était pleinement engagée. Les chasseurs attaquaient de tous les quadrants. La tactique standard était une passe haute de 11 heures, plongeant à travers la formation à 640 km/h, puis virant brutalement à gauche ou à droite pour éviter le feu défensif concentré du B-29. Les chasseurs individuels pressaient rarement leurs attaques à bout portant. Les attaques par collision étaient différentes. Le commandant de bord de Chen signala un chasseur à 2 heures haut. Chen pivota la tourelle supérieure. Un KI-44 se positionnait pour une attaque par le travers. Distance, 640 mètres. Le nez du chasseur suivait Aquarius 52 avec précision. Chen prit de l'avance sur la cible et tira une rafale de 3 secondes. Les balles incendiaires perforantes marchèrent à travers la trajectoire de vol du chasseur. Le moteur du KI-44 explosa. Une fumée noire jaillit du capot. Le chasseur se mit sur le dos et tomba, traînant des flammes. Première victoire confirmée. Chen ne célébra pas. 2 autres chasseurs manœuvraient déjà en position d'attaque. Le mitrailleur de bulbe droit du B-29 engagea l'un avec ses jumelles de 50. Le mitrailleur de queue signala un chasseur se rapprochant de 6 heures bas. Le système de contrôle de tir central permettait à Chen d'asservir la tourelle arrière inférieure à son image de visée. Il suivit la cible, tira, manqua. Le mitrailleur de queue prit le relais et cousit des balles à travers la racine d'aile du Ki-44. Le chasseur trembla. Des morceaux de revêtement d'aluminium se détachèrent. L'appareil partit en vrille plate. Deuxième victoire créditée à Aquarius 52. La formation atteignit le point initial pour la course de bombardement à 12h19. C'était le moment de vulnérabilité maximale. Les bombardiers voleraient droit et niveau pendant 6 minutes, tandis que les bombardiers synchroniseraient leurs viseurs Norden. Les changements de cap étaient interdits. Les manœuvres d'évasion étaient impossibles. Les chasseurs le savaient. 14 Ki-44 se formèrent à 900 mètres au-dessus du flot de bombardiers. Ils orbitèrent une fois, 2 fois, se positionnant pour des attaques coordonnées qui submergeraient le feu défensif du B-29. À 12h21, ils plongèrent. Chen les compta à travers son viseur. 1, 2, 3, 4 chasseurs plongeant par paire de 10 heures haut et 2 heures haut simultanément. Tactique classique. Les mitrailleurs de la formation devraient diviser leur feu. Les B-29 individuels feraient face à de multiples attaquants avec une couverture défensive réduite. La première paire ouvrit le feu à 900 mètres. Chen engagea le chasseur de tête. Ses traceurs convergèrent avec le feu de 2 autres B-29 de la formation. Le KI-44 vola directement dans le flot de balles. Sa verrière vola en éclats. Le chasseur fit un tonneau sec à droite et entra en collision avec son ailier. Les 2 appareils se désintégrèrent. 3e et 4e victoire, mais la seconde paire attaquante avait utilisé le chaos comme couverture. 2 Ki-44 étaient maintenant à moins de 450 mètres et se rapprochaient rapidement. Leurs canons tiraient. Chen pouvait voir les éclairs des bouches. Il balança son viseur pour suivre le chasseur le plus proche. Le KI-44 ne se dégageait pas. Il n'essayait pas de manœuvre d'évasion. Le pilote s'était engagé dans une attaque par collision. Impact dans 4 secondes. Chen continua de tirer. La tourelle avant supérieure déversa des balles dans le capot moteur du KI-44. Des impacts étincelèrent sur le nez du chasseur. La distance se réduisit à 275 mètres. 180. Le chasseur traînait de la fumée mais accélérait encore. 90 mètres.
Le Capim 44 percuta le moteur numéro 3 d'Aquarius 52 à 12h22. L'impact sonna comme un marteau d'acier frappant une chaudière de locomotive. L'hélice du chasseur déchiqueta le capot moteur. Le métal hurla. Le B-29 embarda violemment à droite lorsque l'hélice numéro 3 se détacha et tomba dans le vide. L'aile du chasseur se brisa. Le fuselage fit un tonneau par-dessus le dos du B-29 et disparut. Des morceaux d'aluminium et d'acier pleuvèrent devant les tourelles. Chen sentit tout l'avion trembler. Des voyants d'alerte s'allumèrent sur le panneau du mécanicien navigant. Incendie moteur numéro 3. Moteur numéro 4 perdant sa pression d'huile. Le commandant de bord arrêta les deux moteurs du côté droit et activa le système d'extinction d'incendie. Aquarius 52 volait maintenant sur deux moteurs. Le bombardier quitta la formation, perdant de l'altitude à 90 mètres par minute. Seul, endommagé, cible parfaite. 3 Ki-44 rompirent leur schéma d'attaque et plongèrent vers le B-29 mutilé. Ils avaient l'avantage de l'altitude, ils avaient l'avantage de la vitesse. La doctrine standard exigeait que les bombardiers endommagés soient achevés rapidement avant qu'ils ne puissent larguer leurs bombes et gagner en manœuvrabilité. Chen fit pivoter la tourelle supérieure pour faire face au premier attaquant. Le chasseur plongeait de 1 heure haut. Distance, 900 mètres et se réduisant. Chen attendit. L'ordinateur de visée avait besoin de 3 secondes pour calculer une solution de tir sur une cible manœuvrante. Il se força à retenir son feu. 730 mètres. Le nez du Ki-44 s'illumina avec le feu de ses canons. Des balles traversèrent l'aile gauche d'Aquarius 52. Du fluide hydraulique jaillit de conduites sectionnées. 550 mètres. Chen tira. Une rafale de 4 secondes. Les traceurs connectèrent. La verrière du Ki-44 explosa. Le chasseur roula à gauche et descendit, traînant des débris. 5e victoire. Le second chasseur attaqua de 5 heures niveau. Le mitrailleur de queue engagea le premier. Ses jumelles de 50 martelèrent pendant 6 secondes. Le Ki-44 vola à travers le flux de traceurs sans dommage apparent. Il se rapprocha à 365 mètres. Les mitrailleuses du mitrailleur de queue se turent. Munitions épuisées. Chen asservit la tourelle arrière inférieure à ses commandes. La liaison mécanique était lente. La pression hydraulique baissait sur tous les systèmes. Il suivit le chasseur manuellement, prit de l'avance, tira une rafale de 2 secondes. Les balles frappèrent la racine de l'aile gauche du Ki-44. L'aile se replia vers le haut. Défaillance structurelle. Le chasseur culbuta et se brisa à 3600 mètres. 6e victoire. Mais le 3e attaquant avait utilisé l'engagement comme diversion. Un Ki-44 était maintenant à 3 heures haut, à 275 mètres, les ailes à niveau, le nez pointé directement sur le cockpit d'Aquarius 52. Les mitrailleuses du chasseur étaient silencieuses. Le pilote avait épuisé ses munitions. Seconde attaque par collision. Le mitrailleur de bulbe droit ouvrit le feu. Des balles firent des étincelles sur le moteur du Ki-44. Le chasseur ne dévia pas. Chen balança la tourelle supérieure brutalement à droite. Les butées mécaniques hurlèrent. Il tira. Les traceurs passèrent trop haut, surcorrigea, tira encore. Des impacts cousurent le fuselage du chasseur. Le Ki-44 trembla, mais maintint le cap. Distance, 90 mètres, 45 mètres. Le chasseur percuta le moteur numéro 1 d'Aquarius 52. L'hélice se désintégra. Des éclats déchirèrent l'aile. Le réservoir de carburant numéro 1 se rompit. De l'essence aviation se répandit dans le flux d'air. Le fuselage du Ki-44 se brisa en deux. La section de queue culbuta par-dessus le poste de pilotage du B-29. La section moteur et cockpit s'écrasa dans l'aile gauche et arracha un trou de 2 mètres dans le bord d'attaque. Aquarius 52 n'avait plus qu'un seul moteur fonctionnel, le numéro 2. L'appareil tombait à travers 5500 mètres. La vitesse aérienne tombait sous 260 km/h. L'aile fuyait du carburant. Le système hydraulique était en train de tomber en panne. Et 12 autres chasseurs japonais se formaient pour une 3e vague d'attaque. Les mains de Chen étaient engourdies. La température à l'intérieur du poste de mitrailleur non pressurisé était tombée à moins 52 degrés Celsius. Son masque à oxygène avait gelé sur son visage. Des cristaux de glace couvraient le viseur optique. Il les gratta avec son pouce ganté et suivit les chasseurs entrants.
Les 12 KI-44 s'étaient divisés en 3 groupes de 4. Tactique classique de meute. Un groupe feinterait en haut, un autre attaquerait en bas. Le troisième exploiterait la première brèche défensive qui s'ouvrirait. La tactique fonctionnait contre des B-29 intacts avec des équipages complets et des systèmes fonctionnels. Contre un bombardier mutilé avec des hydrauliques défaillants et une couverture de tir partielle, c'était une exécution. Aquarius 52 tomba à travers 4900 mètres. Le seul moteur en fonctionnement ne pouvait pas maintenir l'altitude avec l'aile endommagée, créant une traînée massive. Le commandant de bord ordonna le largage de tout équipement non essentiel. Boîte de munitions, trousse à outils, équipement de survie. Chaque kilo comptait. Le premier groupe de 4 chasseurs plongea de 12 heures haut. Chen engagea l'appareil de tête à 825 mètres. La tourelle supérieure répondit avec lenteur. La pression hydraulique était tombée à 30%. Il tira malgré tout. Le recul secoua tout le support d'armes. Les traceurs se dirigèrent vers le chasseur en piqué. Le KI-44 fit un écart à droite. Chen suivit, tira à nouveau. La seconde rafale attrapa l'aile gauche du chasseur. Du revêtement se décolla. Les éléments structurels devinrent visibles. L'aile se replia. Le chasseur fit un tonneau sec et descendit. 7e victoire. Les 3 chasseurs restants dans la formation pressèrent leur attaque. Ils ouvrirent le feu simultanément à 550 mètres. Des obus de canon et des balles de mitrailleuse convergèrent sur Aquarius 52 sous 3 angles différents. Le compartiment du bombardier prit de multiples impacts. Le plexiglas vola en éclats. Un air glacial hurla à travers le fuselage. Le bombardier fut tué instantanément par un obus explosif de 20 mm. Chen ignora les impacts. Il balança la tourelle pour suivre le deuxième chasseur. L'ordinateur de visée était hors ligne. Une défaillance hydraulique avait désactivé le système de compensation automatique. Il visa manuellement, prit de l'avance sur la cible basée sur l'instinct et l'expérience de 11 missions précédentes. Tira. La rafale frappa bas. Des balles firent des étincelles sur le ventre du chasseur. Le KI-44 vira brutalement à gauche et monta, traînant de la fumée. Victoire probable. Chen passa au 3e chasseur. Celui-là était plus proche. 365 mètres et plongeant presque à la verticale. Chen tira une rafale de 6 secondes. Les canons surchauffaient, malgré les températures sous zéro. Les traceurs marchèrent à travers le ciel. Le KI-44 vola directement à travers eux. Des impacts criblèrent le capot moteur. L'hélice s'arrêta, tourna au vent. Le nez du chasseur s'abaissa. Il passa devant l'aile gauche d'Aquarius 52 à 320 km/h et disparut dans les nuages en dessous. 8e victoire confirmée. Le 4e chasseur du groupe avait utilisé le chaos pour se positionner pour une attaque par le travers. Il arriva de 9 heures niveau. Distance 450 mètres. Le mitrailleur de bulbe gauche engagea avec ses jumelles de 0,50. Le chasseur fit un écart, se rapprocha à 275 mètres, tira une longue rafale de son canon. Des balles déchirèrent le stabilisateur horizontal gauche d'Aquarius 52. Des câbles de contrôle cassèrent, l'appareil embarda violemment. Le gouvernail se bloqua dur à gauche. Le commandant de bord lutta avec les commandes, appliqua de l'aileron droit, réduisit la puissance sur le seul moteur fonctionnel pour arrêter l'embardé. Chen suivit le chasseur attaquant alors qu'il passait sous le fuselage, asservit la tourelle inférieure. La liaison mécanique grinça et s'interrompit. La tourelle tourna de 15 degrés puis s'arrêta. Défaillance hydraulique. Le mitrailleur de queue prit le tir. Ces mitrailleuses étaient encore fonctionnelles, actionnées mécaniquement. Pas besoin d'hydraulique. Il tira une rafale de 4 secondes alors que le KI-44 tirait vers le haut après sa passe d'attaque. Les balles frappèrent la queue du chasseur. Le gouvernail se détacha. Le KI-44 partit dans une vrille plate incontrôlée. 9e victoire créditée à l'équipage d'Aquarius 52. La seconde vague de 4 chasseurs était déjà en approche. Attaque haute de 2 heures. Aquarius 52 était à 4300 mètres et descendait. Vitesse aérienne, 225 km/h, lent critique. Le bombardier approchait de la vitesse de décrochage. Un moteur ne pouvait pas générer assez de poussée pour maintenir un vol contrôlé avec l'aile endommagée et le gouvernail bloqué.
Chen avait 15 balles restantes dans la bande de munitions de la tourelle supérieure. Les tourelles inférieures étaient hors ligne. Les postes de bulbe étaient bas, en munitions. Le mitrailleur de queue avait peut-être 60 balles restantes. 4 chasseurs supplémentaires se rapprochaient rapidement. Les 4 KM-44 se séparèrent en 2 paires. L'expérience du combat avait enseigné aux pilotes japonais que les B-29 endommagés portaient encore une puissance de feu défensive mortelle. Des attaques coordonnées sous plusieurs angles restaient l'approche la plus sûre. La première paire plongea de 2 heures haut. La seconde paire se positionna pour une attaque de suivi de 4 heures niveau. Chen suivit le chasseur de tête de la première paire. Distance 730 mètres. La tourelle supérieure répondit à ses commandes, mais le mouvement était saccadé. Le fluide hydraulique fuyait des conduites rompues à travers tout l'appareil. Il attendit jusqu'à 640 mètres, centra le viseur, tira ses 15 balles restantes en une seule rafale soutenue. Les traceurs convergèrent sur le moteur du KM-44. Des impacts étincelèrent sur le capot. L'hélice se désintégra. Des morceaux de métal tourbillonnèrent. Le moteur se grippa. De la fumée s'échappa du chasseur alors qu'il se mettait sur le dos et tombait. 10e victoire. Les mitrailleuses de la tourelle supérieure cliquetèrent. Vide. La position défensive principale de Chen était maintenant inutile. Il se précipita à travers le tunnel de jonction vers la section arrière non pressurisée. Le mitrailleur de bulbe droit avait reçu des éclats d'obus dans l'épaule et ne pouvait pas actionner ses armes. Chen prit sa position. Le deuxième chasseur de la première paire était déjà dans sa plongée d'attaque. Distance 550 mètres. Chen saisit les commandes manuelles des mitrailleuses jumelles de calibre .50. Pas d'assistance informatique, pas d'assistance hydraulique, la force physique pure était nécessaire pour orienter les armes et maintenir la visée. Le K1-44 ouvrit le feu à 365 mètres. Des obus de canon traversèrent l'aile droite d'Aquarius 52. Chen prit de l'avance sur la cible, pressa la détente. Le recul martela ses épaules. Des douilles vides tombèrent dans le sac de collecte. La rafale atteignit le cockpit du chasseur. La verrière vola en éclats. Le KI-44 fit un tonneau sec à gauche et tomba en tournoyant. 11e victoire. Mais la seconde paire de chasseurs s'était déjà engagée dans sa passe d'attaque. Ils arrivèrent de 4 heures niveau, espacés de 275 mètres, tirant en se rapprochant. L'un ciblait le poste de pilotage. L'autre visait la racine de l'aile où se trouvaient les réservoirs de carburant. Le mitrailleur de queue engagea le chasseur de queue. Ses munitions restantes martelèrent en une rafale de 5 secondes. Les traceurs marchèrent sur le nez du Kapwema 44. Le pare-brise du chasseur explosa. L'appareil tira fort vers le haut et rompit l'attaque. 12e victoire confirmée lorsque le chasseur fut observé tombant à travers les nuages à 3400 mètres sans pilote visible. Le chasseur de tête de la paire pressa son attaque. Chen balança ses mitrailleuses, mais l'angle était mauvais. La position de bulbe ne pouvait pas s'orienter assez vers l'avant pour engager des cibles à 4 heures haut. Il était aveugle à la menace. Le mitrailleur de bulbe gauche prit le tir. Sa position avait une meilleure couverture vers l'avant. Il tira ses 30 dernières balles. La rafale frappa la racine de l'aile gauche du KI-44. Du carburant jaillit de réservoirs rompus. Le chasseur se pencha brutalement à droite pour rompre. L'aile endommagée ne pouvait pas supporter la contrainte. Défaillance structurelle au longeron d'aile. L'aile se détacha. Le chasseur culbuta. 13e victoire. Aquarius avait maintenant abattu 13 chasseurs japonais. Un appareil, un équipage. 13 victoires confirmées, mais le décompte n'importait pas à Chen. Le B-29 était à 3600 mètres et descendait toujours. Le gouvernail bloqué rendait le vol contrôlé presque impossible. L'aile endommagée perdait son intégrité structurelle et la troisième vague de 4 chasseurs était en approche. C'étaient les derniers attaquants. Les pilotes de chasse japonais opéraient sous de strictes limitations de carburant. Le rayon de combat du Ki-44 était d'environ 320 km à des réglages de puissance de combat. Les chasseurs étaient en vol depuis 40 minutes. Ils avaient peut-être 10 minutes de carburant restant avant de devoir rompre et retourner à Narimazu. 10 minutes suffisaient. Les 4 Ki-44 se formèrent en une ligne en formation de queue. Pas une attaque en piqué, pas une passe haute.
Ils se positionnaient pour des attaques par collision séquentielle. 4 chasseurs, 4 collisions délibérées. Les pilotes japonais avaient calculé que même si une seule réussissait, Aquarius 52 ne survivrait pas. Chen les observa à travers la petite fenêtre de la bulle. Les chasseurs étaient à 4300 mètres, à 3 km derrière le bombardier, calant la vitesse et l'altitude, se préparant pour leur course finale. Ils n'avaient plus de munitions. Le mitrailleur de queue n'avait plus de munitions. Les tourelles supérieures étaient hors ligne. Les tourelles inférieures étaient hors ligne. L'armement défensif d'Aquarius 52 était épuisé. 4 chasseurs, 0 balles, 3600 mètres au-dessus de l'océan Pacifique. Le KI-44 de tête dans la formation de collision accéléra. Distance, 1000. Le chasseur piquait légèrement pour prendre de la vitesse. La doctrine standard de collision exigeait une vitesse d'impact d'au moins 480 km/h pour garantir une défaillance structurelle de la cible. Des collisions plus lentes permettèrent parfois aux bombardiers de survivre avec des dégâts. Chen se cala contre le cadre de la fenêtre de la bulle. Il ne pouvait rien faire. Pas de mitrailleuse, pas de munitions, pas d'options. Le commandant de bord tentait des manœuvres d'évasion, mais le gouvernail bloqué limitait son autorité de contrôle. Le B-29 pouvait pencher doucement à gauche ou à droite. Il ne pouvait pas effectuer les écarts violents qui auraient pu déjouer la visée d'un chasseur. Le KI-44 se rapprocha à un demi-mille. Chen pouvait voir les détails maintenant. Le camouflage vert foncé du chasseur, le cercle Inomaru rouge sur le fuselage, le cône d'hélice peint en jaune pour l'identifier comme faisant partie du 47e Sentai. Quart de mille. Le nez du chasseur était centré sur le stabilisateur vertical d'Aquarius 52. Impact dans 15 secondes. Le moteur du KI-44 commença à traîner de la fumée noire, pas des dégâts de combat d'Aquarius 52. C'était une défaillance mécanique. Les moteurs en étoile Nakajima A109 étaient capricieux à des réglages de haute puissance. La puissance de combat maximale pendant de longues périodes faisait dépasser les températures de culasse des limites de conception. Le grippage était courant. L'hélice du chasseur s'arrêta de tourner. Le moteur avait complètement lâché. Sans pousser, le KI-44 ne pouvait pas maintenir sa trajectoire d'interception. Il commença à perdre de la vitesse et de l'altitude. Le pilote tenta de redémarrer le moteur. Échec. Le chasseur tomba en dessous de la queue d'Aquarius 52. Son attaque par collision avortée par une défaillance mécanique plutôt que par un feu défensif. 14e victoire créditée à Aquarius 52. Aucune balle tirée. Aucun mitrailleur ne revendiqua la victoire. Mais le chasseur était perdu au combat à cause de la contrainte des dommages de bataille sur un moteur déjà sous tension. Les officiers du renseignement confirmèrent plus tard que le KI-44 s'était écrasé dans le Pacifique à 30 km à l'est de Tokyo. Le pilote ne survécut pas. 14 victoires confirmées, un B-29, une mission. Le plus haut total pour une seule mission pour n'importe quel bombardier dans le théâtre du Pacifique. Les 3 chasseurs restants annulèrent leurs attaques par collision. L'état du carburant était critique. Ils tournèrent vers le nord-ouest en direction de Narimasu et montèrent. L'engagement était terminé. Aquarius 52 avait survécu, mais survivre à 3600 mètres au-dessus d'un territoire hostile avec un moteur était différent de survivre au niveau de la mer sur Saipan. Chen remonta à travers le tunnel de jonction pour évaluer les dégâts avec le mécanicien navigant. La liste était catastrophique. Moteur numéro 1 détruit par collision. Moteur numéro 3 détruit par collision. Moteur numéro 4 arrêté à cause d'une perte de pression d'huile. Moteur numéro 2 fonctionnant, mais affichant des températures de culasse élevées. Dégâts structurels à l'aile gauche. Fuite de carburant à l'aile droite. Système hydraulique à 15% de capacité. Gouvernail bloqué. Bombardier mort. Mitrailleur de bulbe droit grièvement blessé. Compas radio endommagé. Un radeau de sauvetage détruit par le feu de canon d'un chasseur. La distance jusqu'à Saipan était de 2435 km. Le temps de vol à la vitesse actuelle serait d'environ 11 heures. Le carburant restant était calculé à 9 heures maximum si le moteur numéro 2 continuait de fonctionner sans défaillance. Les chiffres ne concordaient pas. Le mécanicien navigant proposa une solution. Redémarrer le moteur numéro 4. Le moteur avait été arrêté à cause d'une faible pression d'huile après la première collision.
Pas détruit, pas endommagé au-delà de la fonction, juste un arrêt de précaution. Faire tourner le moteur sans huile adéquate le détruirait en 30 minutes, mais 30 minutes de poussée supplémentaire pourraient fournir assez de vitesse aérienne pour réduire la consommation globale de carburant et étendre l'autonomie. Le commandant de bord approuva le redémarrage. Le moteur numéro 4 toussa, reprit, tourna rugueux mais produisit de la poussée. Aquarius 52 accéléra à 275 km/h, toujours bien en dessous de la vitesse de croisière normale, mais suffisant pour ralentir le taux de descente. Le bombardier se stabilisa à 3000 mètres. La formation avait continué vers Tokyo sans eux. La mission avait été accomplie, les bombes avaient été larguées, d'autres B-29 faisaient déjà demi-tour vers le sud pour le vol de retour vers Saipan. Aquarius 52 était seul au-dessus du Pacifique avec 2 moteurs endommagés, des systèmes défaillants et un carburant insuffisant. Chen déplaça le mitrailleur de bulbe blessé dans une position plus confortable et appliqua des bandages compressifs sur les blessures par éclat. Les seringues de morphine dans la trousse de premiers soins avaient gelé solide. La gestion de la douleur était impossible. Le mitrailleur resta conscient mais perdait du sang. 11 heures jusqu'à Saipan s'ils y arrivaient. Le moteur numéro 4 tomba en panne à 14h20, exactement 28 minutes après le redémarrage. Les culasses avaient surchauffé au-delà de la tolérance. Les composants internes se grippèrent. L'hélice tourna au vent pendant 6 secondes, puis s'arrêta complètement. Le commandant de bord mit l'hélice en drapeau pour réduire la traînée et coupa l'alimentation en carburant. Aquarius 52 était de retour à un moteur. L'altitude commença à chuter immédiatement. 3000 mètres, 2900, 2750. Le seul moteur en étoile Curtiss Wright sur la position numéro 2 était maintenant seul responsable de maintenir en l'air 32 tonnes de bombardiers endommagés. Le navigateur calcula une nouvelle estimation de carburant. 7 heures de vol restantes. La distance jusqu'à Saipan était toujours de 1450 km. Les mathématiques restaient impossibles. Le mécanicien navigant proposa de larguer les réservoirs de carburant de soute. Ces réservoirs auxiliaires avaient été installés pour étendre l'autonomie du B-29 pour les longues missions sur le Japon. Ils étaient maintenant vides, mais portaient toujours le poids des structures de réservoirs elles-mêmes. Environ 180 kg de poids mort ne servant à rien. Les réservoirs furent largués à 14h45. Le B-29 monta légèrement, regagna 30 mètres d'altitude. Le calcul de consommation de carburant s'améliora de 6 minutes, toujours pas assez. Chen resta au poste de bulbe droit avec le mitrailleur blessé. Les blessures par éclat avaient arrêté de saigner, mais l'homme entrait en choc. La température corporelle centrale baissait dans le fuselage non pressurisé. Chen retira la doublure chauffante de sa combinaison de vol et l'enroula autour du mitrailleur. Les éléments chauffants électriques de la doublure fonctionnaient encore, alimentés par batterie, indépendants des systèmes défaillants de l'appareil. À 15 heures, le navigateur identifia une solution potentielle. Iwo Jima. L'île était à 1030 km de leur position actuelle. Les forces marines ne l'avaient pas encore envahie. L'île était toujours tenue par les forces japonaises, mais des sous-marins américains faisaient parfois surface près d'Iwo Jima pour secourir les équipages de B-29 abattus. Si Aquarius 52 pouvait atteindre les eaux près d'Iwo Jima et amérir avec succès, un sous-marin pourrait les récupérer. Le commandant de bord rejeta le plan. L'amérissage d'un B-29 en plein océan avait un taux de survie d'environ 40%. L'amérissage d'un B-29 avec des dégâts structurels aux 2 ailes et un gouvernail bloqué serait bien pire. Le bombardier se briserait probablement à l'impact. Même si l'équipage survivait à l'amérissage, il serait dans l'eau dans une zone de combat avec un équipement de survie limité. La décision fut prise de continuer vers Saipan. À 16 heures, Aquarius 52 franchit la ligne de changement de date. Le navigateur marqua leur position, 1125 km jusqu'à Saipan. Du carburant pour 5 heures et 40 minutes de vol. L'écart se réduisait, mais favorisait toujours l'épuisement du carburant avant d'atteindre l'île. Le mécanicien navigant commença à couper les systèmes électriques non essentiels. Feu de navigation, instruments de cockpit, éléments chauffants, éclairage intérieur.
Chaque système nécessitait de l'énergie des générateurs entraînés par le moteur fonctionnel. Moins de charge électrique signifiait moins de traînée sur le moteur. Moins de traînée signifiait une meilleure économie de carburant. La température à l'intérieur de l'appareil chuta à moins 40 degrés Celsius. À 17h30, la formation de B-29 qui avait accompli la mission de Tokyo passa au-dessus. Ils étaient à 5500 mètres, volant en formation serrée, tous les moteurs fonctionnant normalement. Ils faisaient 435 km par heure. Ils atteindraient Saipan dans environ 4 heures. Aquarius 52 faisait 260 km par heure à 2400 mètres. Le temps estimé jusqu'à Saipan était de 7 heures. L'épuisement du carburant était prévu dans 4 heures et 50 minutes. Le mitrailleur de bulbe droit perdit connaissance à 18 heures. Sa respiration était faible, son pouls était faible. Chen le surveilla en continu, mais n'avait pas de fourniture médicale au-delà des seringues de morphine gelée et des bandages compressifs déjà appliqués. À 18h45, le moteur numéro 2 commença à tourner irrégulièrement. La température des culasses montait dans la zone rouge. La pression d'huile fluctuait. Le moteur fonctionnait à puissance continue maximale depuis près de 7 heures. Les moteurs en étoile Curtiss-Wright Air 3350 étaient conçus pour une opération à puissance continue maximale pendant 4 heures maximum dans des conditions normales. Ce n'étaient pas des conditions normales. Le mécanicien navigant réduisit légèrement la puissance pour préserver le moteur. La vitesse aérienne tomba à 240 km par heure. La consommation de carburant s'améliora, mais le temps jusqu'à la destination augmenta. À 19 heures, le navigateur calcula qu'ils étaient à 645 km de Saipan. Le carburant restant était estimé à 3 heures et 20 minutes. Les mathématiques ne concordaient toujours pas, mais l'écart se réduisait. À 20 heures, le mitrailleur de bulbe droit cessa de respirer. Chen tenta une réanimation. L'air gelé rendait les compressions thoraciques presque impossibles à travers la lourde combinaison de vol. Après 4 minutes, le mécanicien navigant déclara l'heure du décès. Le corps du mitrailleur fut laissé en place. Le déplacer ne servait à rien et consommait l'énergie dont l'équipage avait besoin pour survivre. Le moteur numéro 2 continua de fonctionner. La température des culasses resta dans la zone rouge, mais le moteur ne se grippa pas. La pression d'huile fluctuait entre 2,8 et 4,1 bars. La pression minimale acceptable était de 3,4 bars. Le moteur fonctionnait au bord de la défaillance catastrophique. À 21 heures, le navigateur repéra des feux de navigation. Un destroyer de la Navy était visible à 32 km à l'est, exécutant un schéma de patrouille au sud d'Iwo Jima. Le destroyer ne pouvait pas les aider. Il ne pouvait pas se mettre à côté d'un avion en vol. Il ne pouvait pas fournir de carburant. Mais sa position confirma que les calculs du navigateur étaient précis. À 21h45, les jauges de quantité de carburant indiquaient 30 minutes restantes. La distance jusqu'à Saipan était de 195 km. Le temps jusqu'à la destination à la vitesse actuelle était de 48 minutes. L'écart ne s'était pas assez réduit. Le mécanicien navigant transféra tout le carburant restant des réservoirs d'ailes vers le réservoir dédié du moteur numéro 2. Pompe à carburant, vanne d'intercommunication, système d'urgence. Chaque goutte d'essence aviation dans l'appareil était acheminée vers le seul moteur fonctionnel. À 22 heures, Aquarius 52 était à 95 km de Saipan. Les jauges de carburant indiquaient 15 minutes. Le navigateur pouvait voir les feux de piste d'Islay Field à l'extrémité sud de l'île. Distance, 13 km. Le bombardier était à 1200 mètres et descendait. Le moteur numéro 2 toussa, affamé de carburant. Le moteur reprit, tourna régulièrement pendant 20 secondes, toussa à nouveau, l'hélice tourna au vent, le moteur redémarra, la puissance fluctuait, 3 miles de la piste, 600 mètres d'altitude. La tour d'Islay Field autorisa Aquarius 52 pour un atterrissage d'urgence. Les équipes de secours étaient en attente. Des ambulances étaient positionnées le long de la piste. Le train d'atterrissage ne voulut pas sortir. Défaillance du système hydraulique. Le mécanicien navigant tenta l'extension manuelle en utilisant la manivelle d'urgence manuelle. Le train avant se déploya. Le train principal gauche se déploya. Le train principal droit resta rétracté, endommagé dans les attaques de chasseurs.
1 mille de la piste, 300 mètres. Le moteur numéro 2 s'arrêta complètement. Épuisement du carburant. L'hélice s'arrêta. Aquarius 52 devint un planeur. 32 tonnes d'aluminium et d'acier sans puissance et avec un train d'atterrissage asymétrique. Le commandant de bord visa la piste. Vitesse aérienne 210 km/h. Taux de descente 240 mètres par minute. Trop rapide, trop raide. Le B-29 franchit le seuil de piste à 90 mètres. Toujours trop haut. Le bombardier toucha la piste à mi-chemin à 175 km/h. Le train principal gauche s'effondra immédiatement. L'appareil dérapa à gauche. L'aile gauche frappa la surface de la piste. Le métal hurla. Des étincelles jaillirent. Aquarius 52 glissa sur 450 mètres et s'immobilisa dans la terre à côté de la piste. Tous les membres d'équipage survivants évacuèrent par l'écoutille de secours arrière. 10 hommes. Le bombardier et le mitrailleur de bulbe droit n'avaient pas survécu. L'appareil fut déclaré perte totale. Les dégâts structurels étaient trop graves pour être réparés. Aquarius 52 avait volé 2435 km sur un moteur, avait abattu 14 chasseurs japonais en une mission, avait survécu à 2 attaques par collision, avait ramené 10 hommes à la maison.